pas, je pense que c'est le pouvoir de ceux qui peut-être sont nés sans beaucoup d'atouts dans leur manche. On se dit que ça peut être une manière de prendre l'ascenseur social, de convaincre, de s'élever par la grâce des mots. Que ce soit dans ma profession d'avocat ou comme romancier, effectivement, j'utilise les mots. C'est l'arme de ceux qui n'en ont pas. Oui, j'ai beaucoup lu, mais c'est pas la manipulation des mots qui m'intéressait. Mais en même temps, j'aime jouer avec les mots, ça c'est certain. Est-ce que ça vient de là ? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que tout commence avec le verbe. Qu'à l'origine de tout, il y a le verbe. Que c'est fondateur de l'humanité, évidemment. Donc c'est pas l'argent, c'est pas la naissance, c'est pas les armes, c'est pas. Au départ de tout, il y a les mots. C'est pas la même configuration d'esprit, ça s'enrichit. Je plaide plus de la même manière depuis que j'écris, il y a une plus grande liberté encore. Et parce que dans un roman, on est beaucoup plus libre, pour le coup. C'est la plaidoirie, il y a des figures imposées, et puis on n'est pas libre, on plaide pour quelqu'un d'autre. On a une responsabilité dans un livre, dans un roman, dans une bande dessinée, on est déjà beaucoup plus libre, mais en même temps l'espace est très réduit. Et c'est beaucoup plus codifié en fait. Dans un roman, c'est vraiment l'espace de liberté par excellence. Là, on peut tout se permettre. Donc on apprend à jouer davantage encore, et à utiliser et à manipuler même les mots. Donc c'est pas le même exercice, il y a des frottements. Il faut oublier son écriture d'avocat pour écrire un roman, mais c'est un travail différent sur les mots, sur la rhétorique, sur la manière de raconter. Mais ça s'enrichit, clairement. C'est l'espace de liberté par excellence, enfin, ça devrait l'être. Ça l'est un petit peu moins à notre époque où il faut faire attention à beaucoup de choses. Et l'auteur lui-même s'interroge parfois quand il écrit sur les conséquences que pourrait avoir ce qu'il écrit. Et je ne parle même pas des limites légales, que bien sûr il faut respecter, mais des limites posées par une certaine bien-pensance, un politiquement correct qui est de plus en plus présent. C'est vrai qu'il y a plein de sujets sur lesquels on écrit et où on n'est pas en violation d'une quelconque loi, on ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, ni on ne diffame personne, mais néanmoins, on est dans le pur roman, mais néanmoins on se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ? Est-ce qu'en parlant en consacrant 3 pages à l'Afrique, est-ce qu'on va me dire que en fait j'ai pas le droit parce que j'ai pas la couleur qu'il faut? Est-ce que quand je parle de sensualité, de sexualité, d'abandon à la soumission, est-ce qu'on va pas me faire un procès en débauche? L'auteur aujourd'hui est obligé de se poser ces questions-là, alors que dans un roman, on est dans une fiction, dans l'imaginaire, et que tout devrait être possible, évidemment, dans le respect des lois. Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a des relecteurs maintenant aux États-Unis. Et tout ce qui peut choquer, donc c'est la fin de la littérature. Ça sert à rien d'écrire si c'est pas pour interroger ce qui fait difficulté, si c'est pas pour remuer un peu les personnes qui lisent, pour les entraîner à s'interroger, y compris sur eux-mêmes, et pour interroger y compris les tabous. Si ça sert pas, enfin si un roman ne fait pas ça, je sais pas, je sais pas très bien à quoi ça sert. Si c'est pour aller dans le sens du vent, pas très intéressant.
il permet de voyager sur 3 siècles avec le même héros qui se nourrit de l'amour des personnes qu'il embrasse et ce qui le rend immortel. Et ça, voilà, pour qu'un héros vive 3 siècles, il faut qu'on soit dans un roman un peu fantastique. Mais ça se limite à ça, le fantastique. Il y a une pincée de fantastique dans ce roman, mais ce n'est en réalité qu'une pincée qui me permet de voyager à travers le temps et les continents, mais surtout d'explorer les passions humaines, les sentiments, l'âme humaine. Et ça, c'est ce que fait tout romancier. Et puis j'aime bien la noirceur et en même temps la douceur et le romantisme du roman gothique. Oui, et j'ai laissé de côté Tyrannie, parce que j'avais commencé, mais après les événements de 2015, d'abord j'ai pas pu écrire pendant plusieurs mois, et puis quand je me suis remis à écrire, j'avais tellement de colère, de rage, de tristesse, d'aigreur à l'intérieur de moi qu'en fait ça influe sur la manière dont vous écrivez, et j'arrivais pas à reprendre Tyrannie dans la continuité de ce que j'avais déjà écrit. Ma plume était très très noire, et donc j'ai écrit autre chose. Et ça a donné une nouvelle que ensuite j'ai laissé reposer pendant des années et qui a servi d'ossature à ce roman. Alors Adriane, née à Venise au XVIIIe siècle, dans une famille assez aisée mais qui avait été frappée par le malheur, ayant perdu ses 2 premiers enfants et ayant conçu le 3e, donc Adriane, d'une manière que je décris comme étant blasphématoire et contre nature, puisque, mais c'est un blasphème un peu inversé, puisqu'en fait ce blasphème a consisté à vouloir s'aimer pour ces 2 personnes qui étaient mariées et femmes, alors que l'un avait plutôt des tendances, des penchants homosexuels, et que l'autre avait des désirs qu'elle ne pouvait pas assouvir avec ce mari-là. Et donc j'ai considéré que c'était un crime contre leur nature que de vouloir s'aimer, malgré tout, malgré leur nature et malgré leur penchant. Et de cela est née une altération, une micro-mutation. Cette émotion particulière a créé une petite mutation lors de la conception d'Adriane, qui ensuite a créé un nouveau pouvoir, une nouvelle faculté chez cet être qui a été privé d'amour pendant toute sa jeunesse de manière assez atroce, parce que ses parents n'arrivaient plus à l'aimer après avoir perdu leurs 2 premiers enfants. Et donc ce manque d'amour très très douloureusement ressenti, associé à cette mutation, a produit ce don qui fait qu'il peut voler l'amour et que ça le nourrit. Mais en même temps, toute sa quête au travers des siècles sera d'obtenir cet amour qu'il n'a pas eu étant enfant, mais en le volant, en fait, il ne l'éprouve jamais. Ça ne le pénètre jamais, ça reste en surface. Quand on le vole, on ne le gagne pas. Donc il reste en quête toute sa vie, sauf que à Venise, il a rencontré une jeune femme qui réapparaît à New York 3 siècles plus tard. Enfin, en tout cas, le croit-il. C'est un roman sur l'amour, oui. C'est un roman sur l'amour, sur la liberté, sur la conjugaison de l'amour et de la liberté. C'est aussi un roman sur la violence que l'on a en nous. C'est un roman sur la part de monstruosité qu'il y a en chacun de nous et qui est en Adriane, qui est un monstre par certains égards, mais qu'on arrive, je crois, pas du tout à détester et qui est très attachant en réalité. Et qu'on aime en dépit de ses monstruosités. On peut aimer les monstres. Quand ils savent être monstres et qu'ils aspirent à l'humanité, sans jamais pouvoir y accéder à raison de ce qu'ils sont. Oui, c'est très émouvant, mais c'est émouvant, j'ai déjà dit, dans ce que je vis comme avocat, et il y a un lien. On défend des monstres, donc, parce qu'on voit leur humanité et qu'on a envie
de l'arroser pour qu'elle grandisse, en tout cas de la défendre aux yeux de ceux qui ne la voient pas. Parce qu'on est les seuls à le faire en fait. Quels que soient les crimes commis par une personne, il n'y a pas un moment où, quand vous l'avez en face, que vous voyez sa souffrance, ses yeux, que c'est un reprouvé, que tout le monde lui lance des pierres. Moi, je ne peux pas faire autrement que d'avoir envie de la défendre. Ça ne veut pas dire l'excuser, ni justifier. Mais voilà, je ne serai jamais du côté de ceux qui lancent les pierres. En groupe. Aussi, absolument, en traversant l'histoire, en traversant les siècles, évidemment, il rencontre l'injustice, que ce soit pendant la Révolution française, que ce soit pendant le stalinisme en Ukraine, que ce soit pendant la Deuxième Guerre mondiale, il part en chasse contre les nazis. Donc à plusieurs étapes de son parcours, effectivement, grâce à sa faculté, il rend justice. Mais il rend justice en embrassant quand même. C'est son arme. Oui, mais de toute façon, un livre, ce n'est que l'expression de soi. Donc tout ça est en moi. C'est pas moi, mais c'est un bout de moi. En tout cas, à une époque, à un moment. Donc oui, bien sûr. Mais c'est en chacun de nous, en fait. L'aspiration à la justice, je pense qu'elle est présente dans chaque être humain. Et parfois, on a envie de se transformer en justicier. Faut faire attention à ça aussi. Oui, c'est ce que je crois, c'est ma vision de l'humanité, c'est pas scientifique, c'est ma vision de romancier, mais je pense que les deux sentiments sources qui structurent l'humanité sont la peur et l'amour. C'est ce que vous ressentez quand vous sortez du ventre de votre mère. La peur d'un monde inconnu, alors que vous étiez bien au chaud, et puis l'amour quand on vous pose sur le sein de votre mère. Tout le reste en découle. Tous les autres sentiments, toutes les autres émotions ne sont que des déclinaisons de ces deux sentiments qui pour moi sont des sentiments sources. Et le mélange des deux fait ce que vous êtes. Et ça se définit, selon moi, pendant les premières années de la vie. Et après, en tout cas c'est la théorie du livre, rien ne peut changer ça profondément. Bah oui, moi je suis assez déterministe. Oui, je pense que les premières années de la vie, 80% des choses se jouent à ce moment-là, de ce que vous serez plus tard. Après, on arrive à varier un petit peu, mais on ne change jamais profondément. On évolue. On trouve des équilibres différents entre ces sentiments de peur et d'amour. Mais c'est notre ADN. C'est rare les gens foncièrement méchants, complètement méchants, et dans la méchanceté ne s'explique pas par ce qu'ils ont vécu pendant l'enfance. En général, je crois pas ça. Je crois que les monstres sont monstres parce qu'on a été monstrueux avec eux. Et oui, mais c'est là où ma profession d'écrivain influence ma manière de plaider, mais être avocat, ça influence ce que j'écris aussi. Plus sur le fond que sur la forme. C'est mon écriture naturelle quand j'écris. Donc c'est pas, je me dis pas, je vais écrire classique, j'écris comme ça. Donc ça c'est mon écriture naturelle. Après, oui, il y a beaucoup de travail. J'ai besoin de les retravailler beaucoup ensuite. Il y a plusieurs écritures, enfin il y a vraiment beaucoup de corrections. Je relis très rarement, quasiment jamais, des livres parce qu'il y a tellement à lire et j'ai tellement pas de temps que je relis pas en fait. Je pense que j'estime que c'est de la perte de temps puisque je n'ai jamais lu.
et que j'aurai jamais le temps de lire. Donc ça m'arrive très rarement. Mais par contre, j'ai des auteurs dont je lis tout. Zweig, Barjavel, voilà, ou des auteurs de science-fiction, beaucoup. Dont j'ai tout lu, Van Vogt, Asimov, ouais. Mais je relis pas. Houellebecq, Philippe Roth, mais bon, voilà. Houellebecq. Bah oui, parce que c'est toujours intéressant. Houellebecq ? Oui, c'est pour moi le plus grand sociologue français. Vraiment. C'est un sociologue de génie. Non. En fait, j'ai jamais voulu être avocat. C'est les hasards de la vie. Et les hasards de la vie ont bien fait les choses, parce que je pense que c'est la profession qui me convenait le mieux au monde. À part écrire, mais écrire, je ne vis pas ça comme une profession. Donc j'ai voulu être plein de choses, scientifique, parce que j'ai fait un bac C, journaliste, prof de droit, mais avocat, jamais. J'avais 23 ans et je les vois tous débarquer au cabinet parce qu'ils vont relancer, ils ont envie de relancer le titre Charlie Hebdo, et là c'est une rencontre avec des mythes, des légendes vivantes. Je suis très impressionné. Ils viennent pas voir moi, hein, ils viennent voir le cabinet, mais il se trouve que c'était pendant les vacances et que c'est moi qui faisais la permanence. Et puis voilà, l'aventure commence comme ça. Et puis après, je rencontre les jeunes de Charlie, un peu plus tard, qui ont mon âge et avec qui on grandit ensemble en fait. Nos libertés, en tout cas la conception que j'en ai, oui, j'en suis content, j'en suis heureux, j'en suis fier, je sais pas, parce que tout le monde devrait mener ce combat-là. C'est pas, pour moi, c'est assez naturel. En fait, je défends ma liberté aussi au travers de ce combat-là. Je le vis pas comme ça, c'est la vie. Si on peut pas vivre dans le mécontentement de sa situation quotidienne, faut l'accepter. C'est la conséquence de choix que j'ai fait. Alors, c'est une conséquence assez inattendue, mais c'est comme ça, et il y a pire dans la vie. Mais pas... Achille. Oui, Achille, parce que il y a quelque chose de très romanesque. Enfin, c'est le guerrier, c'est un combattant, il est romantique aussi, oui, c'est une figure qui m'inspire. Je suis resté à Sarajevo le temps de me perdre dans ces jeux pervers. J'ai éprouvé le plaisir de la souffrance érotique jusqu'à l'extrême. Mes facultés de guérison me permettaient de jouer. Mais le plaisir des sens a cela de particulier qu'il perd en intensité lorsqu'il n'est pas transcendé. La lassitude me gagna et ouvrit une brèche. La mauvaise conscience s'y engouffra. La culpabilité n'oublie jamais rien, prête à surgir quand on ne l'attend plus. Elle ne meurt qu'avec son hôte. La vie ne fait que fournir des pansements. Ah bah oui, mais ça c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Je suis universaliste et j'essaie d'écrire universel, mais enfin je ne sais pas faire autrement. C'est ce que j'aime. Pour moi un livre ça doit être universel. Ça doit s'adresser à tous, ça s'adresse, c'est Urbi et Orbi. Voilà, je vais finir en citant le pape.